à tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre journal des sports. Installez-vous confortablement, il y a un programme chargé aujourd'hui. Regardez, au menu du jour, les Jeux Olympiques de Sotchi. Malgré le brouillard et les épreuves annulées, le spectacle continue en Russie. Football, une semaine après l'humiliation subie à Liverpool, Arsenal se venge et élimine les Reds de la Coupe d'Angleterre. Et la polémique prend de l'ampleur. Les transsexuels doivent-ils être considérés comme des hommes ou comme des femmes? Alors qu'en sport, la force physique est un facteur primordial. Élément de réponse dans cette émission. Et puis enfin, les All-Star Games de NBA se sont joués dimanche soir. Un match spectaculaire avec des dunks dans tous les sens. Une rencontre dans la pure tradition américaine. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par les Jeux Olympiques à Sotchi et de retrouver notre correspondante sur place, Christelle Pascal. Christelle, bonjour et bienvenue sur i24 News. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, à cause du brouillard, le programme a été complètement chamboulé à Sotchi, hein, Christelle? Ah oui, nous sommes dans le brouillard complet depuis ce matin, bien que cet après-midi le temps se soit un petit peu dégagé, mais il est vrai que ce matin, il y avait une telle humidité que la mass start homme, qui était déjà décalée de la veille, n'a pas pu prendre le départ. Ils ont commencé par décaler les horaires, puis finalement, ils ont annulé l'épreuve pour des raisons donc de visibilité. On ne voyait pas le pas de tir, mais également de qualité de neige qui commence à se faire vraiment ressentir. La neige devient très très molle. En revanche, cet après-midi, ils ont quand même fait partir la mass start féminine qui est en train de se dérouler actuellement. Alors on revient sur la grave blessure de Maria Komissarova. On craignait le pire, une fracture de la colonne vertébrale. Finalement, c'est une fracture de la vertèbre. On peut dire ouf, hein, Christelle? Effectivement, on dit un grand ouf. C'est vrai que les premiers communiqués étaient plutôt inquiétants. On parlait de moelle épinière, on parlait de l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, elle a été opérée donc directement sur la clinique mobile qui se situe à Sotchi même, ici sur le site de montagne, parce qu'elle n'était pas transportable. Donc c'était quand même une blessure qui avait été jugée très très sérieuse. Et puis là maintenant, après cette première opération, elle va être évacuée sur Munich où elle va sans doute en subir une deuxième. Alors en l'absence d'épreuves, aujourd'hui je vous propose d'évoquer le bilan de l'équipe de France. On était inquiets des performances des Bleus, mais finalement on est déjà à 6 médailles, dont 2 en or. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux qu'à Vancouver en 2010? On en avait 11 à Vancouver, effectivement. Je ne vous cache pas que hier, nous avons poussé un grand ouf de soulagement avec cette belle médaille de bronze du relais masculin en ski de fond, qui était maudit, qui jusqu'à présent ne terminait que 4e dans les autres Jeux Olympiques. Et puis cette belle médaille de la toute jeune Chloé Trespech, qui a tout juste 19 ans, vient décrocher une médaille de bronze. Donc nous sommes passés de 4 à 6 en un petit bond, et nous espérons beaucoup de la suite des relais et de la mass start, évidemment, avec Martin Fourcade, qui est très en forme. Donc c'est vrai qu'on y en accrocherait bien encore 1, 2, voire peut-être 3. Il est le favori. Et puis, il ne faut pas oublier, nous avons toute la partie technique en alpin qui arrive cette semaine. Les athlètes viennent seulement d'arriver, donc ils débutent leurs Jeux Olympiques. Et je crois que nous avons de réelles chances, surtout chez les hommes, avec un Alexis Pinturo qui est en pleine forme. Merci beaucoup, Christelle. Allez, on est derrière les Français. Et puis on revient sur l'affaire Schumacher. La procédure d'enquête ouverte le 29 décembre dernier sur les causes de l'accident de ski que le pilote a subi a été classée sans suite. Le procureur d'Albertville a déclaré qu'aucune infraction n'avait été relevée. Les mesures de sécurité étaient conformes à la réglementation. L'entourage du champion n'a fait aucun commentaire. Schumi est toujours dans le coma, je vous le rappelle. Allez, on continue avec du football. Pas de championnat ce week-end en Angleterre, mais le 5e tour de la Cup avec notamment 2 chocs très alléchants. Arsenal a accueilli Liverpool et Chelsea s'est rendu sur le terrain de Manchester City. Regardez les images. Arsenal a reçu Liverpool une semaine après sa cinglante défaite sur le terrain des Reds, 5-1. Mais cette fois-ci, les Gunners jouent mieux le coup et ouvrent même le score grâce à Chamberlain. Les Londoniens doublent la mise avant la mi-temps sur un débordement de Chamberlain. Podolski est servi au centre. Il frappe en force. C'est imparable. Liverpool pousse et finit par obtenir un pénalty pour une faute sur Suarez. Steven Gerrard, le capitaine, s'en charge et le transforme à contre-pied. Suarez, encore lui, pense obtenir un second pénalty pour obstruction dans la surface. Mais cette fois-ci, l'arbitre ne siffle rien. Le score en reste là. Arsenal se qualifie pour les quarts de finale.
Et samedi, autre choc entre deux équipes de haut niveau. Chelsea s'est rendu à Manchester pour affronter les Citizens, les hommes de Pellegrini. Entre très bien dans le match et l'ouverture du score est signé Jovetic. Seconde mi-temps, Nasri joue le 1-2 avec David Silva. Le Français conclut dans le but vide et signe un magnifique retour gagnant avec une belle performance et un but. Manchester s'impose 2-0 et se qualifie pour les quarts. Et dans les autres rencontres, Everton-Sunderland accède également au quart de finale. À noter la qualification de Sheffield qui continue sa belle aventure. Pour rappel, il s'agit d'un club de 3e division. Allez, on part en Espagne à présent pour la 24e journée de Liga. Les 3 géants espagnols sont encore promenés ce week-end. Vous allez le voir, beaucoup de buts et du spectacle. Le Real Madrid s'est imposé chez son voisin de Getafe 3-0. L'ouverture du score est signée Jesse. Il s'enfonce dans la surface et enroule parfaitement son ballon. Ses coéquipiers et Carlo Ancelotti apprécient. Toujours en première mi-temps, Benzema double la mise sur un très bon centre de Di Maria. Contrôle poitrine et plat du pied pour le 14e but du Français cette saison. Les Madrilènes inscrivent même un 3e but sur une passe de Marcelo. Modric frappe de l'extérieur de portée du gardien. Et toujours à Madrid, l'Atlético a été sans pitié face à Valladolid. Dès la 3e minute, Raúl Garcia ouvre le score sur une belle combinaison. Quelques instants après, parfaitement lancé dans la profondeur, Diego Costa lobe le gardien. En à peine 5 minutes, le break est fait pour les Rouges et Blancs. Les joueurs ont soif de victoire et continuent à pousser. Ils finissent par corser l'addition sur corner. Godin catapulte la balle au fond des filets. Ça fait une victoire de 3-0. Et on termine par le Barça qui n'a pas failli à sa réputation. Les Catalans ont écrasé le Rayo Vallecano à la vitesse du tiki-taka, du jeu en profondeur. Les hommes de Tata Martino nous ont fait beaucoup de spectacles et des buts. Tous les attaquants s'en sont donnés à cœur joie. Alexis, Pedro, Neymar et bien évidemment le doublé de Léo Messi. On termine par ce superbe but du Brésilien Neymar qui s'est très bien remis de sa blessure. Regardez le score final, ça fait, écoutez bien, 6-0. Allez, au classement, rien ne bouge. Seule la différence de but permet au Barça de garder la tête. Le Real prend la seconde place et l'Atlético est 3e. Derrière, Bilbao et Villarreal conservent les 4e et 5e places malgré leurs défaites respectives. La Real Sociedad avec un match en moins à l'occasion de se rapprocher de la 4e place pour la Ligue des Champions. Allez, on termine cette page football par la Ligue 1. Pas de faux pas pour le Paris Saint-Germain et Monaco qui s'imposent facilement sur Valenciennes et Bastia. Derrière, la lutte est féroce. Marseille et Saint-Etienne font match nul un partout, alors que Lille cède du terrain et concède le nul face à Evian. Lyon, par contre, continue sa remontée fantastique et s'impose sur Ajaccio. Et au classement, donc, le Paris Saint-Germain et Monaco accentuent leur avance. Lille reste 3e. Marseille et Saint-Etienne voient en Lyon une sérieuse concurrence. Bordeaux, par contre, continue sa descente et s'empêtre dans le ventre mou du classement. En sport, hommes et femmes ne concourent jamais ensemble. A priori, la limite est claire entre les deux sexes. Il n'y a pas de mélange des genres. Et pourtant, de nos jours, les choses sont parfois complexes. Vous allez le voir, quand les gouvernements et les fédérations s'en mêlent, on arrive parfois à des situations inédites. Les explications de Lise Barenbaum. Homme ou femme, c'est la question à laquelle les footballeuses iraniennes vont devoir répondre. La Fédération iranienne de football va imposer des tests à ses sportives. Elles devront prouver qu'elles sont bel et bien des femmes pour continuer à jouer au sein de la Ligue féminine professionnelle d'Iran. Une décision qui intervient après une révélation surprenante. 4 joueuses de l'équipe nationale ont avoué être des hommes. Elles n'ont pas finalisé leur opération de changement de sexe et souffrent de troubles sexuels. En Iran, les opérations de changement de sexe sont légales alors que l'homosexualité et les relations sexuelles hors mariage sont interdites. Un événement qui réactive la polémique autour des frontières entre genres dans le monde du sport. En 2009, la Sud-Africaine Caster Semenya avait révélé son hermaphrodisme après un test de féminité. Une voix grave, une apparence virile, les observateurs se demandent à l'époque si elle ne devrait pas concourir aux côtés des hommes. Les résultats du test sont en partie négatifs. Caster est donc autorisée à rester dans la catégorie féminine et elle remporte la médaille d'or au championnat du monde. Pour éviter que ce genre d'événement ne se reproduise, le Comité international olympique a mis en place de nouvelles mesures pour déterminer le droit de concourir en tant que femme. Dans un monde où la tricherie n'est jamais loin, se mesurer aux femmes peut constituer un grand avantage.
Et la règle est simple, femmes et hommes sont définis par leur niveau de testostérone. Un niveau élevé de cette hormone rend les performances sportives plus faciles. Pourtant, selon l'étude d'un endocrinologue britannique, 5% des femmes enregistrent des valeurs masculines de testostérone, une condition appelée hyperandrogénisme. Ces femmes seraient donc naturellement favorisées par la nature. Il y a un protocole, le protocole du CIO, le comité olympique, pour les vérifications du sexe des sportifs. Et il est important de faire ces tests et de manière très rigoureuse afin d'éviter les jugements et les décisions rapides du style « il ressemble à un garçon, donc c'est un garçon ». C'est beaucoup plus sérieux que ça et il faut gérer ça avec beaucoup de précautions. Doit-on voir dans cette initiative iranienne une façon d'empêcher le sport féminin d'exister ? Les Iraniens s'en défendent. Bien au contraire, les athlètes féminines ont le vent en poupe dans les pays musulmans. En Égypte, le football féminin est vu comme une façon de contrôler les loisirs des femmes. Dans une société conservatrice comme la nôtre, les sites internet et les chaînes satellites pourraient avoir un impact négatif sur les jeunes filles, les pousser à avoir un comportement indécent. Mais lorsqu'elles jouent au foot, elles sont encadrées et concentrées sur le fait qu'elles jouent pour leur pays. Elles dépensent toute leur énergie et lorsqu'elles rentrent chez elles, elles font leurs devoirs et s'endorment. Pareil pour le Liban, où les équipes de femmes se multiplient avec l'accord de la jante masculine. Finalement, l'Iran souhaite uniquement remettre les hommes et les femmes à leur place. La limite entre les genres ne souffre aucune approximation à Téhéran, une ville où les femmes n'ont même pas le droit d'assister aux matchs de football masculin. La réciproque n'est bien évidemment pas vraie. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes la personne qui avait réalisé ce reportage. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a eu d'autres sportifs qui ont été pris pour des hommes alors qu'ils étaient des femmes? Mais oui, c'est pas du tout la première fois dans l'histoire du sport et ça remonte à très très loin. En fait, en 1932, aux Olympiades de Los Angeles, une coureuse polonaise, Stanislawa Walasiewicz, remporte le 100 mètres et à l'époque déjà sa virilité éveille les soupçons. En fait, elle révèle qu'elle est hermaphrodite, mais à l'époque elle garde sa médaille. Et puis 36 ans plus tard, au JO de Tokyo, même chose, l'URSS envoie deux sœurs qui sont très très viriles, on les surnomme même les frères presse au lieu de les appeler les sœurs presse. Elles raflent l'or dans leur catégorie et en fait ces sœurs décident d'arrêter la compétition quand les tests de féminité deviennent obligatoires. Alors est-ce que des athlètes eux-mêmes ont été trompés ? Oui, alors il y a des cas assez terribles, assez graves, notamment une lanceuse de poids est-allemande, Heidi Kruger, qui donc à son insu a été bourrée d'hormones pendant toute sa carrière et elle est devenue un homme progressivement, si bien qu'en 1997 elle a dû subir une opération pour terminer son changement de sexe en homme et aujourd'hui c'est un homme, elle s'appelle Andreas. D'accord. Est-ce qu'il y a un vrai critère pour définir un homme d'une femme ? Oui. Parce que là vous nous mettez de gros doutes, je dois avouer. Il y a un critère scientifique, c'est le génotype. Un homme a les gènes XY, une femme les gènes XX. Voilà, ça c'est le critère imparable. Oui, mais enfin quand elle devient transsexuelle, son code génétique ne change pas a priori. Oui, le code génétique ne change pas, mais extérieurement, la personne prend les caractéristiques du sexe. Elle devient un homme, elle devient un homme. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu la même problématique que le dopage, Lise, non ? Alors, le problème, c'est que quand on change de sexe, comme vous le disiez, on peut parfois garder certaines caractéristiques de son premier sexe. Donc, un homme qui devient une femme va garder une meilleure endurance, il va être un petit peu plus fort. Donc, quelque part, il va être un peu avantagé. L'ossature, en tout cas. Oui. Même s'il perd de la masse musculaire. Oui. Après, il y a des exceptions. Il y a des sportifs qui ont des gènes très très rares. Par exemple, dans le reportage, on parle d'une Sud-Africaine. Elle a le génotype XX0. Donc là, c'est 1 sur 1 million. Donc elle, c'était une femme, mais elle avait plein de caractéristiques masculines. Mais c'est pas de sa faute, entre guillemets, elle n'a pas choisi ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Créer une troisième catégorie, peut-être ? Alors, c'est le problème du sport, c'est qu'en sport, il y en a deux. Les hommes et les femmes, on les a toujours différenciés. Oui, il n'y a pas de mélange des genres, là, c'est sûr. Voilà, donc c'est un débat qu'on pourrait ouvrir. Est-ce qu'il faut créer une troisième catégorie ? Oui. Merci beaucoup, Lise Barenbaum. Allez, on part maintenant aux États-Unis. Les Américains adorent les matchs de gala. Ils ont été servis. C'était le All-Star Game à la Nouvelle-Orléans, une rencontre qui oppose deux Dream Team, les meilleurs joueurs de la conférence Est contre les meilleurs de la conférence Ouest. Et c'est la côte Est qui l'emporte avec un score de 163 à 155. Le MVP du match, c'est Kyrie Irving. Il marque 31 points pour son équipe. Carmelo Anthony en fait presque autant avec 30 points. Du côté ouest, les stars Kevin Durant et Blake Griffin ont marqué 38 points chacun, mais pas assez pour battre l'équipe adverse. Mais ça reste du très très beau spectacle. Un mot de l'athlétisme, ça y est, c'est officiel maintenant, le nouveau recordman du monde
de saut à la perche, Renaud Lavillenie a déclaré forfait pour les championnats du monde en Pologne. Ça sera le 7 au 9 mars prochain. Rappelez-vous, il était tombé, il avait tenté un saut à 6,21 m. Il a eu les yeux plus gros que le ventre et malheureusement, il ne participera pas à cette compétition. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour évidemment de nouvelles aventures sportives. En attendant, restez avec nous car l'info continue sur i24 News.